Bonjour! La folle histoire d'amour d'aujourd'hui concerne un homme qui préférait la théorie à la pratique, mais qui en matière de pratique s'est plutôt bien débrouillé. Allez, c'est par ici! Stephen Hawking est né le 8 janvier 1942 à Oxford, en Angleterre. Il est le fils du docteur Frank Hawking, un chercheur en biologie, et d'Isabel Hawking, une militante politique. Il a deux petites sœurs, Mary et Philippa, et un petit frère adoptif, Edward. Après la naissance de Stephen, la famille part s'installer à Londres. À l'adolescence, il va s'inscrire à l'université d'Oxford avec dans l'idée d'étudier les maths. Mais comme la matière n'était pas proposée, il choisit la physique. Il sera aussi le barreur de son équipe d'aviron. Il va rester un temps à Oxford, mais plus intéressé par la théorie que par la pratique, il s'inscrira à Cambridge pour étudier l'astronomie et la cosmologie. C'est dès son arrivée à Cambridge qu'il commence à développer les symptômes de la maladie de Charcot, ou sclérose latérale amyotrophique. Cette maladie est une atteinte des neurones moteurs qui l'empêche de contrôler ses muscles. L'issue, c'est la paralysie totale et pas plus de 2-3 ans d'espérance de vie. Ces 2 premières années vont être difficiles. Mais ensuite, la maladie va un tant soit peu se stabiliser, ce qui va lui permettre de travailler sur sa thèse pour préparer son doctorat. Début des années 60, une fête à l'université est organisée. Stephen y retrouve des amis et Jane, de son côté, décide d'y aller aussi. Ils font connaissance et une romance se met en place. Ça, c'était 1 mois avant qu'on lui diagnostique sa maladie. Jane l'apprend et décide de rester avec lui. En 1965, Stephen Hawking épouse Jane Wilde. En 1966, Stephen publie sa thèse sur les propriétés de l'expansion de l'univers. Ça y est, il est docteur. Mais il n'est pas le seul. Jane aussi a présenté sa thèse, elle est docteure en linguistique. Les langues romanes, pour être plus précise. En 1967, le couple accueille leur premier enfant, le petit Robert. Non. Voilà. Stephen est alors chercheur dans une université de Cambridge. En 1970, c'est une petite Lucy qui arrive. Ah, voilà. Bon, la santé de Stephen se dégrade tout au long de ces années. Jane ne peut pas trouver un emploi. Elle est femme au foyer, mère et infirmière à plein temps. En 1974, Stephen découvre le rayonnement des trous noirs, ce qui le rend célèbre. Et cette année-là, il devient l'un des plus jeunes membres élus de la Royal Society. C'est l'Académie des sciences en Angleterre. En 1979, ils sont les heureux parents d'un petit Timothy. En 1985, il attrape une pneumonie et la seule solution pour lui sauver la vie, c'est de lui faire une trachéotomie. Un trou fait directement dans la trachée pour lui envoyer de l'air dans les poumons. Les médecins ne lui donnent pas très longtemps à vivre. Ils ont même proposé à Jane de le débrancher, mais elle a refusé. En 1988, c'est le triomphe pour Stephen. C'est l'année où il va publier son best-seller « Une brève histoire du temps », livre de vulgarisation scientifique qui va rendre accessible tout le contenu de ses travaux à tout le monde. C'est la gloire! Mais la vie à la maison devient insupportable. Son combat contre la maladie, il est en train de le gagner. Ça fait 25 ans qu'il aurait dû mourir et il va se jeter corps et âme dans ses études sur les trous noirs. Jane et lui s'éloignent de plus en plus. Le couple va se séparer en 1990 pour divorcer 5 ans plus tard. En 1995, Stephen va épouser Helen Mason, une de ses infirmières. Tu sais quoi? Eh ben Helen, c'était l'ex-femme de l'homme qui a créé l'ordinateur parlant que Stephen utilisait. C'est dingue, hein? Et c'est Marie qui me l'a dit. En 2001, on améliore son système de communication. Dorénavant, grâce à la contraction d'un muscle de sa joue qui est détecté par un système infrarouge dans la branche de ses lunettes, il peut choisir des lettres sur un clavier virtuel et dire 5 mots à la minute. Ce qui lui permettra de donner des cours jusqu'en 2009. Alors, ce second mariage, il ne semble pas des plus heureux. Par de nombreuses personnes, Hélène est accusée d'abus psychologiques et physiques sur son mari à partir de 2003. Accusation qu'elle niera. C'est vrai qu'il avait de nombreuses blessures, mais il dira toujours qu'il a eu des accidents. Sa fille, Lucy, veut porter plainte pour maltraitance envers son père. Mais dans la loi, il faut que ce soit la victime qui porte des accusations. Lucy dira plus tard qu'il lui a demandé de ne plus interférer dans sa vie avec Hélène, mais il n'a jamais démenti les abus. En 2006, après 11 ans de mariage, le couple divorce. Grâce à sa popularité, il devient une icône pop. Il fait de nombreuses apparitions dans des films, des séries, des livres, des jeux vidéo et même dans Les Simpsons. Votre théorie sur un univers en forme de donut m'intrigue beaucoup, Homer. Stephen Hawking est mort le 14 mars 2018 à Cambridge. Il est mort le jour anniversaire de la naissance d'Einstein. Il avait 76 ans. Quelle vie! Et il en a été content, puisqu'il a écrit dans son livre « La brève histoire de ma vie » Au fond, j'aurais une belle vie. Les personnes handicapées devraient se concentrer sur les choses que leur handicap ne les empêche pas de faire, sans regretter ce dont elles sont incapables.
Les médecins n'auraient jamais parié sur le fait qu'il ait pu se marier 2 fois et avoir 3 enfants. Oui, les personnes en situation de handicap ont une vie sentimentale et sexuelle. Concernant leur sexualité, et particulièrement celle de ceux qui ont une lésion de la moelle épinière, la question dans toutes les têtes, c'est « est-ce que ça marche toujours ?» Tout d'abord, schématiquement, la moelle épinière ou moelle spinale, comme on dit maintenant, sert à envoyer des messages qui viennent du cerveau pour que tes muscles, entre autres, fonctionnent. Plus la lésion sur la moelle spinale est haute, et plus ton système est endommagé. Alors, si je ne peux plus me servir de mes 4 membres, comme c'est le cas pour une tétraplégie, paraplégie 2 membres, hémiplégie tout un côté, est-ce que je peux avoir une érection ? Il y a différentes façons d'avoir une érection. En ne me basant que sur le témoignage de mes patients. Toutes les possibilités sont envisageables, mais l'érection réflexe, celle que tu as le matin juste parce que tu es en pleine forme, non, celle-ci ne viendra pas. L'érection par le biais des fantasmes, ces petits scénarios imaginaires qui permettent l'excitation. Dans le cas d'une tétraplégie, ça ne fonctionne pas non plus. L'érection qui est obtenue via des caresses. Celle-ci peut fonctionner. Maintenant, l'érection est-elle suffisante pour permettre une pénétration ? Ça se passe différemment d'une personne à l'autre. Pour certains, elle le permettra. Sinon, place au jeu érotique avec des sextoys en complément. Pour d'autres, la médecine et des petites pilules viendront en renfort. Pilules qui, au passage, ne sont pas remboursées. Un petit budget quand même. Et ça prend un petit peu de temps pour agir, tout comme les injections intracaverneuses, c'est des toutes petites aiguilles, qui se font directement dans la verge. Il y a aussi la possibilité d'utiliser un vacuum, une petite pompe à vide qui permettra l'afflux sanguin et donc favorisera le garde à vous. Et pour finir, il y a aussi la possibilité de se faire poser un implant pénien, soit semi-rigide, donc assez flexible, soit muni d'une poire cachée dans les testicules afin de la gonfler à volonté. Ce choix appartient à la personne concernée, tout comme il lui appartient de décider si le rapport sexuel qu'il s'apprête à avoir soit obligatoirement pénétrant ou pas. Tout cela, ça se discute et ça se choisit avec son ou sa partenaire. Concernant la masturbation, pour la plupart des personnes que j'ai rencontrées en cabinet, l'envie ou l'intérêt de la pratiquer seule est réduite. Mais en couple, c'est autre chose. En situation de handicap, dans un fauteuil roulant par exemple, le corps, en matière de plaisir, va s'adapter. Et il faut que tu comprennes qu'une nouvelle perception du corps va s'installer, et notamment la différence entre sentir et ressentir. Pour donner un exemple, tu as sans doute entendu parler de syndrome du membre fantôme. C'est le fait de ressentir de réelles douleurs au niveau d'un membre amputé. Et de l'autre côté du spectre des sensations, tu as la personne qui ne va pas sentir, mais ressentir qu'on lui fait du bien. Et en apprenant à être plus à l'écoute de son corps, on peut ressentir de vrais orgasmes avec éjaculation, ou pas. La nature est vraiment bien faite. Ah, autre chose. Pour la plupart des hommes handicapés par une atteinte de la moelle spinale que j'ai pu rencontrer, presque tous m'ont dit qu'ils trouvaient leur sexualité plus épanouie, plus généreuse, plus attentive et tellement moins phallocentrée, qui ne tourne autour que du plaisir masculin. Pour le plus grand bonheur de leur relation de couple. Je te laisse en tirer tes propres conclusions. Et tout comme les personnes LGBTQIA+, ce qui se passe dans leur chambre... Cela ne nous regarde pas. Les questions déplacées du style « ça marche toujours en bas ?» On se les garde. En matière de relations amoureuses, et pour tout le monde, le maître mot, c'est la complicité. Pour qu'il y ait complicité, il faut qu'il y ait confiance. Dans le cadre d'un handicap perceptible ou non, si tu rencontres ton ou ta partenaire via un site de rencontre ou un réseau social, un conseil, ne cache pas ton handicap. Je te dis pas d'en parler directement, mais quand tu sentiras que c'est le moment, parle-en. Il serait aussi temps que la société se positionne sur la question. Dans le cadre sanitaire, la santé sexuelle fait-elle partie de la santé de façon générale ? La reconnaissance par le milieu médical des désirs sexuels chez les personnes souffrant de handicap date de 1980, suite à un congrès entre médecins, psychologues et sexologues. Ils ont reconnu que le besoin d'amour autant émotionnel que physique était le même chez les personnes souffrant de différents handicaps que chez les personnes valides. En fait, le même pour tout le monde. Bonjour, voici le mot que nous allons décortiquer aujourd'hui. Perspicace. Donc, si la sexualité est un droit, doit-on autoriser les assistants sexuels ? La loi de 2005 indique qu'il est prévu une compensation de toutes les conséquences du handicap. Alors, quelle est la différence entre un ou une assistante sexuelle et un ou une prostituée ? L'assistant ou l'assistante sexuelle a pour vocation d'instaurer une relation affective, andragogique, pédagogie pour les adultes. Un accompagnement, beaucoup d'échanges, donc tout sauf un acte sexuel mécanique. Conseil pour les parents, la famille, pour l'entourage de la personne qui pense que ce serait une bonne chose de faire appel à un ou une assistante sexuelle. Laissez vraiment de l'intimité. On ne pose toujours pas de questions et il ou elle saura très bien vous dire si ça lui convient ou pas. L'assistant sexuel n'est pas un thérapeute, mais il est présent pour mettre des mots sur des désirs et faire découvrir par le biais des caresses sexuelles une forme de contact physique autre
que des actes médicaux. Il peut être aussi d'une grande aide pour permettre au couple d'avoir des relations sexuelles satisfaisantes. De manière générale, tout ceci est de fait thérapeutique. En France, cela est considéré comme de la prostitution. Et les personnes en situation de handicap qui souhaiteraient s'offrir l'aide d'un ou d'une assistante sexuelle sont passibles du délit de proxénétisme. Je suis choqué. Les Pays-Bas ont sauté le pas depuis 1993. Et concernant la Suisse, la Belgique, le Danemark ou l'Allemagne, parfois, c'est même remboursé par la sécurité sociale. Car c'est considéré comme une prestation de soins sur le principe d'égalité et du droit humain. Dans tous les pays que je viens de te citer, la prostitution est légalisée. C'est tout ou rien. Mais des associations qui forment des assistants ou des assistantes sexuelles existent en France et ne se cachent pas. Il y a la loi et la réalité, avec beaucoup d'hypocrisie derrière tout ça. Beaucoup de témoignages disent que cette forme d'accompagnement a changé leur vie. Cela leur a permis de mieux gérer leurs frustrations, leurs refoulements qui dans certains cas peuvent aboutir à des automutilations et ou des dépressions. Aujourd'hui, et il faut le dire, les personnels soignants sont régulièrement sollicités sexuellement par leurs patients. Des parents sont en grande souffrance psychologique parce qu'ils disent être obligés de masturber leur enfant pour calmer leur crise de nerfs ou crise de violence. Une donnée importante de l'APPAS concernant les femmes qui sont allées jusqu'au bout de la démarche et qui se sont appropriées ou réappropriées leur corps grâce à un assistant sexuel, prouve qu'elles ont gagné en estime de soi et tiens-toi bien, 8 femmes sur 10 ont par la suite entamé une relation amoureuse. D'un autre côté, on peut considérer que la sexualité est une liberté et non un droit, que c'est plus une relation durable entre deux personnes qu'il faut rechercher plutôt que du sexe pour du sexe. Début 2020, Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes en situation de handicap, s'est déclarée favorable au projet. Elle étudie les retours d'expérience des autres pays l'ayant légalisé. Il serait intéressant quand même d'aller rencontrer et interroger les personnes concernées, leur entourage, leur famille, et leur demander ce qu'ils en pensent avant de prendre des décisions. En parlant de témoignages, je t'invite à visionner l'excellent TEDx Annecy. C'est pas fluide, mais c'est pas grave, c'est sympa quand même. De Laetitia Robord qui s'intitule « La vie sexuelle inattendue d'une étoile de mer ». Pour en revenir à Stephen Hawking, il n'a jamais eu besoin d'aide extérieure pour faire ses 3 enfants. Et c'est le cas, heureusement, de nombreuses personnes en situation de handicap. Sans transition. La deuxième femme de Stephen Hawking a été suspectée de le maltraiter. Les maltraitances envers les personnes vulnérables sont très fréquentes, qu'elles soient physiques, psychologiques ou financières, sans parler de celles liées à la négligence. Au début, c'est des petits trucs anodins qui, si on laisse faire, s'amplifient et s'accumulent, créant des conditions d'isolement et de souffrance. On pourra tous un jour y être confrontés, même sans parler de handicap. Je pense à l'enfance, la vieillesse. Alors sois vigilant, garde l'œil bien ouvert. Je te laisse en description l'adresse de quelques associations si tu souhaites avoir des informations complémentaires. Voilà! J'espère que cette nouvelle folle histoire d'amour t'a plu. Et toi, qu'est-ce que tu penses des assistants sexuels? Dis-nous ça en commentaire. Bis à tous!